Bonjour Océane, Bonjour Alix. bienvenue dans ce nouveau podcast Alix et ses questions. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique du comportement suicidaire. Océane, peux-tu te présenter à nous? Qui es-tu? Alors moi je m'appelle Océane Geislings, j'ai 27 ans et je suis psychologue à Impasse dans l'impasse depuis maintenant 4 ans. Pourquoi avoir choisi ce métier de psychothérapeute? Alors psychologue et psychothérapeute, ça me tenait vraiment à cœur pour pouvoir apporter de l'aide et du soin aux personnes qui souffrent au niveau de la santé mentale de manière générale. Alors, quelle est ta place au sein de cette institution? Je suis psychologue dans l'équipe de psychologues. Je reçois du coup en consultation une population générale qui serait touchée de près ou de loin par la thématique du suicide. Pour rentrer au cœur du sujet, peux-tu nous dire comment est-ce que tu définis et avec quels mots du coup le suicide? C'est quoi une personne qui a des comportements suicidaires? Alors, une personne qui a des comportements suicidaires, ça va être essentiellement quelqu'un qui va souffrir de solitude, souffrir d'isolement, d'un profond mal-être, d'émotions assez désagréables, dépression, on va parler aussi d'affects dépressifs notamment, et qui au bout d'un moment, parce qu'elle ne parvient pas à trouver des solutions pour mettre fin à cette souffrance, pense à passer à l'acte pour que cette souffrance s'arrête. Le suicide est-il un trouble mental? Alors, on va pas forcément parler de trouble mental parce que le suicide, ça va plutôt être un symptôme, une extension en tout cas d'un trouble. On parlera de trouble par rapport aux troubles dépressifs, aux troubles anxieux, ça oui. Et alors, le suicide, les idées noires, les idées suicidaires peuvent arriver comme symptômes de ces troubles. Pour un individu qui a ces pensées-là, est-ce qu'on peut parler d'envie ou de besoin quand on parle de suicide? Alors, on va parler peut-être d'un besoin plutôt que d'une envie, en tout cas pour ma part. Je pense que la personne surtout arrive à un stade où la détresse est tellement importante, la souffrance est tellement intense qu'elle ressent le besoin d'y mettre fin et qu'elle a l'impression que c'est la seule solution qui lui reste. Je dirais ça plutôt comme ça, du coup. Quelles sont les conditions pour lesquelles un individu est amené à avoir des envies ou des pensées suicidaires? Sont-elles dépendantes de sa condition socio-économique? Alors les raisons, ça va être diverses et variées. C'est très très large, selon les âges aussi, selon les statuts, les professions, la structure dans laquelle la personne se trouve, même que ce soit au niveau professionnel ou de le système familial, etc. Tout le monde est touché. On va pas avoir un public plus précarisé qui va en souffrir. C'est vraiment très large et je pense que du coup, on doit pouvoir se dire que tout à chacun, ça peut nous arriver et justement être alerte par rapport à ça. Pourquoi est-ce que le suicide est alors un sujet si tabou s'il nous concerne tous en général? D'une part, je crois parce que au niveau sociétal, c'est difficilement acceptable qu'on puisse en venir à mettre fin à ces jours. On nous a donné la vie et donc on doit pouvoir avancer avec cette vie-là et continuer, peu importe les épreuves. Je pense qu'il y a une part de religion, de croyance aussi par rapport à la société dans laquelle on est, pour laquelle c'était un tabou aussi, même un péché, voire. Et donc voilà, tout ça est encore fort ancré. Et puis la mort, de manière générale, c'est pas un sujet avec lequel on est forcément à l'aise. Ça fait peur, ça peut être source d'angoisse, et donc les gens ont du mal à en parler. Quels sont les facteurs de risque du comportement suicidaire? Les facteurs de risque, comme je l'ai dit, au tout début, là, ça peut être forcément de l'isolement. Cette solitude, cet isolement, la sensation de ne plus être en lien avec les personnes qui nous entourent. On peut être entouré de gens, entouré de monde et se sentir très seul finalement. Ça peut être aussi lorsqu'on a subi des abus, on a subi des traumatismes, de l'abandon, de la maltraitance. Et du coup, le facteur de risque, ça va être cette habituation à cette violence quelque part qui du coup, nous pousse à ne même plus avoir peur d'arrêter de souffrir en mettant fin à ces jours. Et donc voilà, je dirais aussi le sentiment d'être un fardeau pour les autres, d'être un poids, et de se dire que le monde irait mieux si on n'était plus là, si ce poids était retiré pour nos proches, par exemple. Donc là, pour moi, ce serait vraiment le trio, je vais dire, par rapport à ces facteurs de risque. Quel est le quotidien d'une personne qui vit avec des idées suicidaires? Alors, une personne qui vit avec des idées suicidaires, ça dépend au stade auquel elle est, si les idées sont intenses ou pas. Et du coup, forcément, elle va se réveiller, elle va déjà y penser parfois. Ça peut rythmer sa journée, malheureusement un mauvais rythme.
parce que ça peut parfois l'empêcher de travailler, l'empêcher de se concentrer sur quoi que ce soit, tellement ses idées sont fort présentes. Il y a des personnes qui vont essayer de gérer ses émotions, ses idées, pas de la bonne manière, en consommant, en se scarifiant peut-être aussi, en étant agressif. Et donc voilà, tout ça, ça va être avoir un impact en tout cas sur le quotidien de la personne et va l'invalider au point de parfois plus savoir fonctionner normalement dans son quotidien. Ces envies ou ces idées suicidaires ont-elles un lien avec l'estime de soi? Oui, fortement. Au même titre que les affects dépressifs, les envies suicidaires vont venir impacter l'estime de soi. Donc la personne va énormément se dévaloriser. Elle va se dévaloriser, elle va dévaloriser le monde dans lequel elle est, le futur aussi qu'elle ne perçoit plus malheureusement. Et donc effectivement, la personne, je pense que pour en arriver à cet acte-là, ne s'accorde plus beaucoup de valeur malheureusement. Et c'est notamment une des pistes sur lesquelles on travaille avec les patients qu'on reçoit. C'est ça, donc tu vas d'abord, ou vous allez plutôt avec l'équipe, d'abord travailler sur d'autres affects plutôt que celui du suicide. Du suicide parce que le suicide est comme un symptôme, on va dire, d'un autre trouble, d'une détresse psychologique, comme par exemple la dépression. C'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, ça va être, on peut voir ça comme un symptôme, en effet, et de se dire que on va essayer de revaloriser l'image que la personne a d'elle-même, de la renforcer, parce qu'elle souffre peut-être d'une dépression qui fait que, oui, elle n'a plus beaucoup de respect pour elle aussi ou d'attitude positive pour elle. Et donc, on travaille ça pour qu'après, elle ait assez de valeur à ses propres yeux que pour se dire, ça vaut encore peut-être la peine de me battre au final. Concrètement, peux-tu nous donner des exemples d'exercices que tu vas faire ou mettre en place avec une personne qui souffre d'un manque d'estime d'elle-même? Oui, alors on travaille l'estime de soi en apprenant à se connaître déjà. Donc il y a 3 piliers pour l'estime de soi, la confiance en soi, l'image de soi et l'amour de soi. Et donc on va travailler vraiment ces 3 piliers au travers de questionnements. Tiens, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, quelles sont mes réussites, quels sont mes échecs, mes goûts, enfin voilà, de manière générale, qui je suis en fait. Et c'est vraiment ça qu'on va travailler avec la personne. On va essayer de voir aussi quelle est l'image qu'elle attend que les autres aient d'elle. Est-ce que cette image correspond à qui elle est vraiment? Est-ce que c'est une image tronquée et qu'alors on doit retravailler des croyances à ce niveau-là? Et voilà, c'est assez large, mais on passe surtout par l'amour de soi, la vision de soi et la confiance en soi. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui souffre de ces idées, de cette envie de mettre fin à ses jours, mais qui n'ose pas en parler? Je pense qu'elle pourrait potentiellement essayer d'en parler à une personne extérieure à sa famille ou à ses proches. Tenter de ne pas les inquiéter, forcément, c'est une des premières choses auxquelles on pense. Et donc, pouvoir en parler à quelqu'un d'extérieur, ça permet d'avoir une vision neutre, tout à fait bienveillante aussi, sans pour autant inquiéter un proche. Et donc, voilà, vraiment briser son isolement en passant peut-être par une tierce personne plutôt qu'en étant par rapport à la famille en discussion. En parlant d'isolement et donc de sentiment de solitude, à quel point le sentiment de solitude peut-il impacter la santé mentale d'un individu? Énormément. Le sentiment de solitude impacte énormément la santé mentale. Au plus la personne va se replier sur elle-même, au plus ça sera dangereux. On essaye vraiment qu'elle puisse rester en contact, même si c'est via les réseaux ou à travers un écran, c'est pas grave, tant qu'elle a un lien avec quelqu'un, parce qu'au plus elle se replie sur elle, au plus nous, ça nous inquiète aussi. Et donc voilà, vraiment multiplier. D'ailleurs, on a un outil qui s'appelle la carte réseau, où on essaye que la personne visualise quel est le réseau de soins ou de non-soins pour ses proches autour d'elle et auquel elle peut faire appel en cas de difficulté aussi. Ça permet vraiment de briser l'isolement à ce niveau-là. Y a-t-il des pics durant l'année durant lesquels un individu est plus susceptible de mettre fin à ses jours? Alors, il y a des pics, un peu moins depuis la crise sanitaire, parce que la demande est constante. Mais en tout cas, il y a des pics aux alentours des fêtes, la période d'hiver, surtout que la météo en Belgique, c'est assez compliqué, hein, on l'a encore vu récemment. Mais donc voilà, ça impacte énormément la santé mentale de la personne lorsque la météo est très maussade. Et donc forcément, aux alentours des fêtes, parce qu'il y a aussi l'isolement. Quelqu'un qui, à nouveau, on parlait d'isolement, se retrouve tout seul pour Noël, pour le Nouvel An. C'est très compliqué à encaisser. Et donc voilà, à ce moment-là, on voit que la santé mentale est beaucoup plus mise à mal. Il y a aussi des pics d'âge? Il y a des pics au niveau des âges, tout à fait. Par exemple, on va avoir un pic au niveau des hommes qui ont plus de 70 ans.
essentiellement. On voit aussi, tous sexes confondus, qu'il y a des pics aux alentours de la trentaine et de la cinquantaine également. Et donc voilà, de manière générale, on voit qu'il y a des pics en fait dans les situations où la personne est en quête identitaire, où elle se questionne sur sa place dans la société, sur qui elle est. Et à ce moment-là, on voit que le suicide peut ressortir malheureusement. Et on voit aussi que lors de ces pics-là, il y a de grands changements dans la vie qui s'opèrent, comme par exemple vers la trentaine, généralement le premier travail, on va dire, fixe, peut-être même le premier divorce, le premier mariage, l'accouchement aussi avec la dépression postpartum. Ça peut être aussi des événements qui sont assez forts, on va dire, émotionnellement dans la vie d'un individu. Oui, c'est ça. Donc en fait, dès qu'il y a un tournant, on va dire au niveau de l'âge, au niveau, oui, ou même par rapport au sexe de la personne dans sa vie, là effectivement, ça peut être un risque, ça peut être un facteur de protection pour certains, que d'avoir un premier enfant ou même un divorce, ça peut être parfois bénéfique, mais pour d'autres, ça peut être un facteur de risque qui va du coup, si on ne traite pas les difficultés en santé mentale, prendre de plus en plus de place et peut-être en arriver à cette issue, oui. À partir de quel moment l'individu doit-il s'alarmer de ses pensées suicidaires? Est-ce qu'il faut le prendre vraiment au sérieux dès qu'on en a une qui survient? Je pense que même d'avoir des idées noires, on devrait pouvoir consulter. On devrait pouvoir, ne serait-ce que prendre soin de notre santé mentale de manière générale, comme quand on fait une prise de sang une fois par an, pour voir si tout est OK. Mais effectivement, le plus tôt est le mieux. Donc si la personne commence à développer des idées suicidaires et se dit tiens, je trouve qu'une fois par semaine j'y pense quand même, ça m'inquiète un petit peu, c'est tout à fait le moment. Et comme si quelqu'un attend un peu plus et se rend compte qu'elle est allée un petit peu loin et que là c'est vraiment très compliqué, la porte est pas fermée pour autant parce qu'il est un peu plus loin dans la détresse que du contraire, et on restera là aussi si besoin. Qui sont les spécialistes de la santé mentale qui justement travaillent cette question de suicide? Alors, tout spécialiste devrait pouvoir être sensibilisé à mes yeux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on forme le grand public au maximum. Donc pour moi, ça peut être, j'en sais rien, on va avoir une diététicienne parce que on ressent le besoin de travailler sur son alimentation. La diététicienne doit pouvoir peut-être voir qu'il y a des idées qui sont présentes ou que le discours est un peu difficile et réorienter à ce moment-là. Je pense que tout le monde devrait être sensible et intervenir s'il repère quoi que ce soit en fait. Nous parlons de suicide abouti et non abouti, si je ne me trompe pas au niveau des termes. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de suicides aboutis chez les hommes? Alors, il y a plus de suicides aboutis chez les hommes, simplement, entre guillemets, parce qu'ils vont utiliser des moyens létaux, beaucoup plus violents. Et donc, qui vont fonctionner, on va dire, d'office à chaque fois. Donc, ça va être, par exemple, par pendaison. Ça peut être sauter d'un pont, par arme à feu. Et donc, c'est compliqué de passer à côté à ce moment-là. Hein. Ça fonctionne malheureusement très souvent. Et tandis que les femmes, elles vont plutôt utiliser des moyens plus doux, je vais dire, que ce soit par médicaments, notamment par le fait d'ingérer des produits. Et à ce moment-là, les femmes, du coup, ça va moins facilement aboutir. Tant mieux peut-être quelque part. Parce que par après, il y en a qui se rendent compte qu'elles aimeraient quand même retravailler sur leur vie et avancer. Maintenant, les femmes, il faut savoir qu'elles font plus de tentatives que les hommes, mais simplement ces tentatives n'aboutissent pas d'office. Voilà. Est-ce que la crise Covid-19 et le confinement nous a apporté des informations concernant le suicide ou la santé mentale chez les individus? Mais je pense que les informations que la crise nous a surtout apportées, c'est essentiellement le fait que la santé mentale est importante et que jusqu'à présent, ça avait été pas mal négligé. On n'y pensait pas forcément, on n'en prenait pas soin et on s'est rendu compte que la vie, elle avait quand même un impact sur cette santé mentale et qu'il fallait en prendre soin. Et donc, les gens se tournent un peu plus vers les professionnels, peu importe lesquels, pour prendre soin de leur santé mentale, et je trouve ça assez bien. Je trouve aussi que dans les nouvelles générations, on est beaucoup plus sensible à ce qu'est la santé mentale, beaucoup plus à l'aise d'en discuter, et donc je pense qu'on est en bonne voie à ce niveau-là. Je souhaite en tout cas que ça puisse évoluer dans ce sens et que ça continue comme ça. Que se passe-t-il lorsqu'une personne est déterminée et souhaite mettre fin à ses jours?
Alors, lorsqu'une personne est déterminée et qu'elle pense à mettre fin à ses jours, elle va établir son scénario suicidaire. C'est-à-dire qu'elle va rechercher un petit peu le moyen par lequel ça pourrait être le plus efficace, comme je le disais, le moins douloureux, ou voire le plus douloureux, parce que certains passent quand même par ce genre de moyens. Et donc, elle va établir ce qu'on appelle le COC. Donc, c'est le comment, le où et le quand. Le scénario va se faire. Nous, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on évalue pour savoir au niveau d'urgence où ça en est. Et donc voilà, cette personne va surtout réfléchir, faire des recherches parfois aussi sur comment établir ce COC et le fixer au maximum, et puis préparer son départ une fois que ce COC est établi, et de se dire je remanie mon testament, je laisse des lettres à mes proches, je fais des dons d'objets, peut-être aussi de mon vivant, et c'est là que ça peut nous alerter aussi d'ailleurs. Est-il possible de sauver cette personne? On entend souvent cette phrase, souvent de la part des proches et de l'entourage, ces personnes qui disent: «J'aurais pu la sauver, j'aurais pu faire mieux». Qu'est-ce que ça veut dire exactement, sauver une personne d'une tentative de suicide? Alors moi, je suis pas partisane du terme sauver, parce qu'on n'est pas des super-héros, on ne contrôle pas tout, et je pense que la personne la mieux placée pour se sauver, c'est elle-même. On aide, on facilite, on donne les outils pour, que ce soit les proches ou nous-mêmes. Et donc, ça permet de se déculpabiliser, de se déresponsabiliser aussi, plutôt que de se dire je dois sauver à tout prix quelqu'un. Et le fait que la personne veuille s'en sortir, ça doit venir d'elle-même. C'est-à-dire que les proches ont beau tenter de l'aider au maximum, lui montrer que la vie, elle mérite encore la peine d'être vécue. Je pense que si ça vient pas de la personne, ça ne peut pas fonctionner. C'est un peu comme, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui fume. Oui, il est au courant que c'est pas bon pour sa santé. Oui, très bien, c'est écrit sur tous les paquets, on le voit partout. Mais si ça vient pas d'elle-même, elle pourra pas arrêter aussi facilement. Et donc, c'est un peu la même chose. Il y a une conscientisation qui doit se faire de la part de la personne. Donc même si cette personne est entourée dans un centre, par exemple, comme celui-ci, ou par des professionnels qui sont vraiment spécialisés dans la thématique du suicide, ce n'est pas possible d'empêcher un individu de mettre fin à ses jours alors. Ça l'est si l'individu le veut. C'est ça. Donc, si la personne est d'accord d'être aidée, de se faire aider, de s'en sortir, bien sûr, on peut l'aider, bien sûr que ça peut aller mieux, et on va tout faire en tout cas pour que ça soit le cas. Mais si la personne ne veut pas s'en sortir, parce qu'il y a peut-être de l'intérêt à ne pas s'en sortir aussi, des fois, il y a des gens qui ont de l'attention quand ils ne vont pas bien, qui n'en ont pas quand ils vont bien. Et donc, quel intérêt à aller mieux si je n'ai plus d'attention? On est parfois dans ce genre de mécanisme. Et donc, voilà, là, c'est plus compliqué dans ces situations-là, que ce soit pour les proches comme pour nous. Et même à l'avenir, sur le long terme, même si on se fait aider dans le présent, rien n'empêche que ces idées ressurgissent finalement lorsqu'on affronte une difficulté, un obstacle à l'avenir. C'est ça. En tout cas, à court terme, court ou moyen terme, on va être plutôt sur, on va dire, une période de convalescence, comme ça, un peu de rémission, on va dire, où la personne va être sensible et va effectivement pouvoir replonger si jamais la vie la remet encore la met à rude épreuve. Mais du coup, effectivement, il faut être attentif à ce moment-là. Maintenant, 20, 30 ans, 40 ans après, peut-être que ça ira déjà beaucoup mieux et la personne sera moins sensible, mais on garde un œil et elle sait que la porte est ouverte, même si le suivi est terminé, par exemple. Et une personne qui met fin à ses jours, laisse-t-elle des traces écrites, par exemple? Oui, elle peut laisser effectivement des lettres, comme je disais, avec par exemple les dernières volontés, ou je donne tel objet à telle personne, ou je suis partie pour telle raison, je voulais pas être un poids, par exemple. C'est assez large, mais certains préparent leur départ, certains ne le font pas parce que peut-être ils n'en ressentent pas le besoin. Mais oui, c'est vraiment très différent pour chaque personne. Je ne sais pas si tu as déjà rencontré des personnes dans l'entourage qui ressentent de la culpabilité. D'où vient-elle exactement? Pour recontextualiser un petit peu, nous, on suit les personnes qui ont des idées suicidaires ou qui ont fait une tentative, et on suit également l'entourage, soit l'entourage d'une personne qui a des idées suicidaires, soit l'entourage de quelqu'un qui est décédé par suicide. Donc, l'entourage est endeuillé à ce moment-là.
Et donc, effectivement, la culpabilité va ressortir essentiellement lorsque l'entourage a déjà perdu cette personne, malheureusement, parce que les proches vont ressasser énormément ces difficultés et vont se dire mais qu'est-ce que j'ai raté, comment ça se fait que je n'ai pas vu les choses, j'aurais pu agir, j'aurais pu aider, comme on le disait tout à l'heure. Et donc voilà, là effectivement la culpabilité va être surtout présente lorsque l'entourage est endeuillé en fait. Faut-il apprendre, peut-être même chez les adolescents ou chez les jeunes, apprendre à écouter l'autre? Parce qu'on a peut-être du mal lorsqu'on affronte une situation dans laquelle un ami, un camarade de classe nous parle d'idées suicidaires et on a l'impression que ce n'est pas à prendre au sérieux. Mais finalement, lorsque ça arrive, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette situation au niveau de l'écoute? Je pense qu'il faut essentiellement être comme on le disait, à l'écoute, effectivement, de la personne, pouvoir rester disponible pour elle si elle en ressent le besoin, ne pas la juger, ne pas stigmatiser. C'est pas parce que quelqu'un prend, j'invente, 10 et distress, oui, ok, les 10 distress, c'est homéopathique, ça, c'est des plantes, on risque pas grand-chose, mais le geste reste important et je pense qu'il faut pas banaliser que du contraire ce genre de comportement. Et donc, si les proches au niveau de l'école peuvent être à l'écoute, peuvent simplement dire, bah écoute, va en parler à la directrice, au directeur, ou à tel professeur, ou à tel éducateur référent. Je pense que c'est déjà un très bon point. À côté de ça, je pense que c'est pas non plus aux élèves à prendre sur leurs épaules l'aide à apporter à ces difficultés. Je pense que simplement faire le relais en disant j'ai entendu ta souffrance, voilà peut-être les personnes vers qui tu peux te tourner et moi je suis là si tu veux continuer à discuter de tout et de rien. Je pense que c'est déjà très bien de fonctionner comme ça. Donc c'est être à l'écoute, c'est faire attention à la souffrance de l'autre, c'est la reconnaître et pouvoir par la suite agir en fonction de ses besoins finalement. Oui, tout à fait. On va tout d'abord passer par une reconnaissance de la souffrance, la valider, dire que c'est OK de pas aller bien, ça arrive à tout le monde, il n'y a pas de souci. Ne pas stigmatiser la personne pour ça. Et effectivement, après, l'orienter si besoin pour qu'elle puisse être aidée. Mais tout d'abord, rester à l'écoute de la personne sans la juger parce qu'on peut tous être touchés, comme on le disait. Et surtout, on a peut-être cette tendance à vouloir être axé solution directement, alors que cette personne qui est en souffrance cherche finalement à être écoutée, à ce que sa détresse soit validée aussi. Parce que quand on est en face d'un individu et on lui apporte des solutions, c'est comme lui dire, écoute, réfléchis d'une certaine manière, c'est assez évident, il y a des solutions, pourquoi est-ce que tu n'y penses pas, alors que cette personne, à mon avis, doit y avoir songé au moins quelques fois. Bien sûr, si la personne en est là, c'est parce que justement, elle a essayé beaucoup de solutions. Et qu'elles n'ont pas fonctionné, ces solutions. La première solution n'est pas le fait d'envisager le passage à l'acte. Au contraire, c'est la dernière qu'on envisage. Et donc, elle sait très bien que les solutions n'ont pas fonctionné. En tout cas, c'est l'idée qu'elle en a. Et donc, pouvoir simplement dire, OK, ça ne va pas, c'est compliqué. Je sais que tu as essayé plusieurs choses. Tu as l'impression qu'il n'y a plus d'espoir. Mais voilà, reconnaître simplement ça, en discuter, la rassurer et lui dire qu'il y a peut-être des solutions qu'elle n'a pas pensées. Peut-être qu'un œil extérieur permettrait de réfléchir différemment. Ça pourrait aider aussi notamment. Peut-on prévenir alors une institution étant le proche d'un individu qui souffre, qui est en détresse psychologique? Oui, tout à fait. Je veux dire, n'importe qui pourrait téléphoner en disant j'ai un proche qui ne va pas bien, même si c'est un collègue, je veux dire vraiment au sens large. Alors nous, on pourrait donner des pistes pour voir un petit peu ce que la personne peut faire pour aider la personne qui souffre. Mais on ne va pas prendre rendez-vous à travers la tierce personne. C'est la personne qui souffre qui doit nous téléphoner. Ça doit venir d'elle, ou en tout cas, elle ne doit pas être loin, à côté, au téléphone. Mais on ne peut pas mettre rendez-vous dans son dos. Encore une fois, ça fait partie du travail sur elle-même que de se sentir déjà OK de venir chez nous. Et en venant chez vous, par exemple dans un cabinet, est-ce qu'on peut être accompagné de quelqu'un si on a trop peur du rendez-vous seul? Oui, tout à fait. On peut recevoir les proches. Même j'ai déjà reçu des jeunes avec un éducateur, par exemple. L'éducateur peut rester, ou même le proche, dans la salle d'attente, ou alors venir au début de la consultation un petit peu, histoire d'échanger, que la personne se sente en confiance. Et puis l'accompagnant peut partir et on vient le rechercher à la fin de la consultation. Mais oui, tout à fait. Je pense que c'est même mieux. Si ça peut lever les freins et permettre à la personne de venir consulter plus facilement, moi je conseille justement. Par rapport aux proches qui font leur deuil juste après le décès d'une personne, est-ce qu'on parle directement de suicide? Est-ce qu'on utilise ce terme? Avec les proches qui viennent de perdre
un membre par suicide, je questionne tout d'abord si je peux employer ce mot-là. Parce que c'est un mot qui est dur, qui est plein de symbolique, surtout quand on vient de perdre son proche. Et donc, effectivement, je vais demander, tiens, est-ce que je peux dire ce terme? Est-ce que vous êtes OK de l'entendre? Si la personne ne l'est pas, il n'y a pas de souci. On parle de mettre fin à ses jours, de décès, de la personne n'est plus là, mais on va pas mettre le mot suicide. Maintenant, pour moi, ça fait partie du processus de deuil que d'un moment donné, s'y confronter et se dire, OK, la personne est passée par ce processus, c'est à travers ce mot-là que je dois voir les choses aussi. Mais bon, ça c'est peut-être plus loin dans le travail. Dans une école, par exemple, un individu qui met fin à ses jours, à quel point est-ce qu'il impacte les autres étudiants? Est-ce que les étudiants, par exemple, par la suite, sur le long terme, vont être susceptibles d'avoir ces idées suicidaires également? Oui, donc une personne qui met fin à ses jours, elle va impacter un certain nombre d'autres personnes autour d'elle. Si je me trompe pas. Et donc, effectivement, dans une école, par exemple, ça va avoir un impact peut-être sur toute une classe. Maintenant, c'est très compliqué parce que oui, les personnes vont être à risque après, parce que c'est quand même traumatisant. Ça ne veut pas dire qu'elles vont développer des idées noires, elles sont simplement à risque, mais ça peut très bien se passer, elles peuvent très bien faire leur deuil normalement et évoluer et faire preuve de résilience. Maintenant, je pense que c'est aussi très culpabilisant pour la personne qui envisage de mettre fin à ses jours, de se dire, en plus de ça, je vais toucher d'autres personnes et je vais créer un effet boule de neige. Et la personne peut être très tiraillée, il y a une ambivalence entre sa souffrance et le besoin de mettre fin à ses jours, et à côté de ça, l'effet que ça pourrait avoir sur l'environnement. Il y a une idée qui me parvient à l'heure actuelle, que j'ai souvent entendue. C'est cette idée de se dire qu'on se suicide, c'est l'idée de se dire qu'on se suicide pour une raison. Alors que les sociologues le disent, même les thérapeutes finalement, c'est un tas de raisons qui mènent un individu à commettre cet acte. Oui, tout à fait. Donc le suicide est multifactoriel. Donc c'est vraiment, moi j'explique souvent comme ça en formation, un vase qui se remplit de la naissance à nos jours. Et ce vase, plus il se remplit, moins on va le gérer correctement et au plus il va avoir un risque de déborder et du coup d'en arriver à une crise suicidaire potentiellement. Et donc, effectivement, il y a plusieurs facteurs qui vont faire que ce vase va se remplir, se remplir, se remplir. Et si on ne prend pas les choses à temps, en allant consulter justement, ou en prenant soin de sa santé mentale ou même de sa santé au sens large, ce vase, il ne pourra pas se diminuer, il ne pourra pas se revider. Et donc, le risque, c'est qu'il déborde. Et qu'il y ait une goutte d'eau, ça peut être qu'une goutte d'eau des fois qui fait que ça déborde. D'accord. Donc, ce qui est intéressant et important de retenir, c'est que n'attendons pas que ce vase déborde ou même qu'on soit à la limite. C'est important quand on dit de prendre soin de sa santé mentale, c'est reconnaître qu'on peut traverser des souffrances, que dans une certaine situation, l'obstacle est bien trop grand pour qu'on traverse seul et qu'on a besoin de quelqu'un qui est externe à notre entourage, à nos amis, à nos collègues, à notre famille. Et c'est c'est super important de le retenir. Je ne sais pas ce que tu en penses, Océane. Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, pouvoir prendre soin de soi en gérant ce vase, en le vidant petit à petit par rapport à sa santé mentale, sa santé physique, et de se dire ok, mon vase là je le sens comme ça, je le visualise comme ça, ou là je sens que ça a pas mal augmenté, donc va peut-être falloir faire quelque chose en plus, et vraiment pouvoir doser notre vase, l'eau en tout cas qu'il y a dans notre vase, pour éviter qu'un jour cette goutte d'eau, qui peut être n'importe quoi, même quelque chose de très minime, puisse venir le faire déborder. Et là je dis pas que ce sera trop tard, mais en tout cas on arrive à un stade où ça doit nous alerter d'autant plus. Et si ce n'est un professionnel, ça peut être vraiment un des amis aussi, cette importance encore une fois d'être écouté, juste un moment de silence, pas forcément par exemple poser plein de questions, essayer de creuser, ça peut mettre aussi la personne très mal à l'aise, mais tu vas voir que quand tu vas parler à quelqu'un de manière assez on va dire rapide, elle va commencer à parler d'elle-même parce qu'elle va faire de l'association libre et ça va lui faire beaucoup de bien en fait finalement de trouver un espace dans lequel elle pourra se livrer. Je sais pas si tu veux aussi ajouter quelque chose à ça. Moi, je trouve qu'en termes de prévention, c'est très bien. Je pense que c'est une thématique qui est tellement sensible, tellement difficile
parce qu'elle fait peur, mais au contraire, c'est justement parce qu'on en a peur qu'on ne met pas assez de choses en place peut-être pour s'en protéger. Et donc, continuer à en parler. Plus on va en parler, plus ça va libérer la parole autour de la thématique. Et au contraire, on va pas renfermer les gens sur eux-mêmes par rapport à ça. Donc, la discussion, la parole, la communication, c'est hyper important, je pense, peu importe quel proche est touché. Et puis, c'est pas à vous à soigner la personne, à prendre ça sur vos épaules. Il y a des gens qui ont fait des études pour ça, qui sont formés pour ça. On peut réorienter, mais juste alerter, observer, alerter et réorienter. Je pense que c'est déjà un super travail, et puis passer la main et on peut se rassurer comme ça. Et quelque chose qui est important aussi peut-être à dire, c'est que certains de nos comportements au quotidien peuvent nous renfermer dans cette bulle de pensée. Je pense directement à la musique, par exemple. Je suis triste, je me réveille triste, eh bien, mon réflexe va être de mettre ma playlist avec toutes mes chansons qui vont me réconforter dans cette bulle finalement, pour me donner raison. Mais on voit bien que ça va juste aggraver la situation finalement. Je pense que effectivement, on peut entretenir ça à travers des comportements comme écouter de la musique triste ou même regarder des séries ou des vidéos ou quoi qui nous renferment là-dedans. Mais ça fait du bien parfois. Donc, un court laps de temps, j'en sais rien, moi, quelques jours, où on se dit, je suis un peu en down, je me sens pas très bien, j'ai besoin de ça pour justement, peut-être après mieux repartir, ça peut être OK. Maintenant, si ça fait des mois que vous fonctionnez comme ça, là, je pense qu'on doit s'alerter. À nouveau, tout est une question de nuance. C'est-à-dire que on a le droit de pas être bien. C'est pas parce qu'on a une santé mentale parfaite qu'on n'est jamais triste, que du contraire. On doit pouvoir accepter nos émotions désagréables parce qu'elles sont quand même toujours là quoi qu'il arrive à certains moments. Et donc, pouvoir être OK avec ça et se dire, OK, pour le moment, je vais pas bien. Et c'est OK, ça arrive. Mais j'observe juste combien de temps ça dure. Si la fréquence est trop longue, là, je m'alerte et je fais quelque chose. Simplement. Et c'est une information que l'entourage devrait aussi comprendre. Parce que, par exemple, je donne un exemple, dans un groupe de jeunes, quelqu'un ne va pas bien, et ben on aura peut-être une tendance à l'inciter à faire des choses qui vont qui vont empirer sa situation. Je prends l'exemple là de manière spontanée de l'alcool. Oh ben tu es en rupture ou ça va vraiment pas. Enfin il y a un tas de choses qui ne vont pas. Viens on sort et qu'est-ce qu'on va faire quand on va sortir? Et ben on sera entouré de musique, on va rencontrer plein de gens donc on sera hyper stimulé. Puis en plus de ça on va te proposer de boire pour oublier. Donc ce sont des comportements qui ne font pas forcément du bien à la personne. Enfin je ne sais pas si Enfin, tu as dit que c'était une question de nuance, mais qu'est-ce que ça apporte finalement? Mais je pense que l'évitement, on va appeler ça l'évitement, ça fait du bien d'éviter le problème ou les difficultés à court terme. Je pense qu'effectivement, sortir, boire un verre avec ses amis, je pense que c'est OK, ça peut faire du bien. Maintenant, si on boit un verre au point d'être malade, d'oublier tous ces problèmes, c'est vraiment la symbolique qu'on accorde au comportement qui est importante. Pourquoi est-ce que je bois? Si c'est pour me changer les idées et le lendemain c'est OK, je suis repartie, y a pas de souci. Mais si je sors, que je bois un verre avec mes amis tous les jours ou j'invente une fois par semaine non-stop, au point d'être malade pour oublier ma vie qui est nulle, on n'est plus dans la même chose, quoi. Et donc quand je parle de nuance, c'est vraiment ça, et voir la symbolique qu'on accorde à notre comportement et la fréquence qu'on accorde à ce comportement-là aussi. D'accord. Et pour terminer cette vidéo, comment est-ce qu'un individu peut prendre contact avec cette institution? Alors, n'importe qui, même si c'est un proche, pas forcément la personne en tant que telle, peut nous contacter du coup au 081 777 150. On a une antenne à Namur, 2 antennes même à Namur, à Belgrade et Saint-Servais. Et puis on en a d'autres dans toute la Wallonie. Et on reçoit du lundi au vendredi. La première consulte est à 8h, la dernière est à 16h. Et il faut savoir aussi que le prix est de 2,20 € de manière générale pour les consultations, sauf les personnes qui sont BIM pour qui c'est gratuit. Je le tiens à le dire parce que l'aspect financier peut être un frein à venir consulter. Et donc voilà, vraiment ne pas hésiter, même si on nous appelle juste pour poser des questions, pas forcément prendre rendez-vous tout de suite, c'est tout à fait OK. Les filles de l'accueil se feront un plaisir d'aider la personne qui téléphone aussi, peu importe sa raison. Et des lignes aussi sont disponibles en toute heure et toujours, si jamais un individu souhaite juste parler, ça peut être même anonyme. Oui, alors nous, on n'a pas de ligne téléphonique au sens strict du terme, ligne d'écoute, mais effectivement, sur Internet, on peut trouver plusieurs lignes qui pourraient aider, que ce soit
pour parler de manière générale, spécifique suicide, ou alors même par rapport aux enfants aussi, ou même aux dépendances. Il y a des lignes spécifiques aux dépendances. Voilà, vraiment de manière large, tout ça peut exister. Mais même en nous téléphonant, on peut aussi vous aider à ce niveau-là, selon votre problématique, à réorienter si nécessaire. Et alors, as-tu un message à faire passer à une personne qui est en souffrance à l'heure actuelle et qui traverse cette phase durant laquelle elle a des pensées suicidaires? Alors, ne pas hésiter à en parler. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais vraiment pouvoir, même si c'est envoyer un mail ou nous écrire, peu importe, ou même à n'importe qui d'autre, vraiment pouvoir briser cet isolement, sortir de ça. On a l'impression des fois quand on va pas bien qu'il y a plus d'issue, tout est noir et qu'il y a plus de raison d'être. Mais voilà, peut-être juste essayer de se dire, allez, je tente une dernière chose et on voit ce que ça donne. Et on essaye de se tourner alors vers quelque chose peut-être de différent, vers quelqu'un d'extérieur, pour faire un petit peu changer la donne. Et peut-être que c'est ça qui donnera l'impulsion pour justement après que ça aille mieux. En tout cas, il y a toujours de l'espoir, même si quand on va mal, on a beaucoup de mal à le voir, je comprends. Mais il y a des personnes qui sont formées justement pour vous aider à voir cet espoir, en tout cas à le réentrevoir à travers la vie. C'est ça, donc sache que quoi qu'il se passe au fond de toi, par rapport à ce que tu ressens, tu n'es pas seul, il y a des personnes, comme Océane vient de le dire, qui seront prêtes à t'écouter. Sache-le. Merci pour cette vidéo, Océane. Avec grand plaisir, merci à toi. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.